Bonjour, nous allons donc traiter dans cette vidéo le mouvement dans un champ de force centrale conservative dans le cadre donc de la mécanique du point dans le second semestre. Donc il y aura deux parties dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons étudier un point matériel, donc typiquement un satellite qui sera assimilé à son centre de gravité, soumis à une force en 1 sur R2. Donc 1 sur R2 parce qu'elle a cette forme, avec K étant une constante qui dépendra donc de la nature de la force. Nous allons utiliser le théorème du moment cinétique et l'expression plus générale du moment cinétique en un point d'une force bien définie. Dans une deuxième partie, nous allons étudier la notion d'état lié et d'état de diffusion de ce même système soumis à une force centrale. Voilà. Alors, nous allons donc se mettre dans un exemple, un cas pratique, d'une force que nous connaissons déjà, la force gravitationnelle. Et nous allons donc utiliser les coordonnées cylindro-polaires. Alors, le problème, typiquement, n'est pas un problème de translation, c'est un problème de rotation. Okay. Il va y avoir une trajectoire curviligne qui sera ce qu'on appelle une conique, donc plus globalement, soit une parabole, soit une ellipse, soit des morceaux des branches d'hyperbole. Donc, c'est ce qu'on appelle des coniques généralement. Et on va s'intéresser plus particulièrement au cas du mouvement elliptique qu'on a déjà évoqué en terminale, dans le cadre de la troisième loi de Kepler. Donc, typiquement ici, nous allons donc exprimer le moment cinétique en un point M du point matériel, donc du système étudié. Donc, par définition, c'est bien une définition. Je rappelle que le moment cinétique en un point, c'est OM vectoriel MV. Sous-entendu au point M. Et ce que j'appelle le théorème du moment cinétique, que j'appelle TMC, s'énonce de la manière suivante. La dérivée du moment cinétique au point M est égale au moment de toutes les forces extérieures appliquées au système. Il s'avère ici qu'il y a une force unique qui est la force F. Par définition, le moment d'une force, là aussi, autre définition, en un point O. Donc la force F s'applique donc au point M qui est assimilé à son centre de gravité. Ce sera OM vectoriel F. Remarquons tout de suite que la force F est donc collinaire à UR et OM vaut RUR. Nous avons vu dans une vidéo précédente le produit vectoriel. Lorsque deux vecteurs, le produit vectoriel d'un vecteur par lui-même est nul. Donc, le moment ici de la force centrale en 1 sur R2 sera toujours nul. Et c'est général. Le moment d'une force centrale sera toujours nul. Du coup, le théorème du moment cinétique ici donnera le résultat fondamental qui sera à l'origine du traitement ultérieur des coniques, et en l'occurrence le mouvement elliptique. La dérivée du moment cinétique est nulle. Ce qui signifie que le moment cinétique, en haut, est une constante du mouvement. Et en mécanique, vous aurez le loisir, ce ne sera pas la première fois qu'on parlera de constante du mouvement. À chaque fois en mécanique qu'on exprime une grandeur qui dépend ici de paramètres qui varient, la vitesse va varier, la distance va varier. Mais, en module, le moment cinétique sera constant.
Donc on aura le produit de deux termes qui varient, et ce produit sera constant. Donc c'est cette propriété qu'on utilisera ultérieurement. Alors, on va expliciter le moment cinétique dans ce repère cylindro-polaire. Donc, je répète, L0, c'était OM, enfin le moment cinétique en haut, appliqué au point M, c'est OM vectoriel MV. Or, OM, c'est RUR. Et la vitesse V, je le rappelle ici, en coordonnées cylindro-polaires, c'est R point UR plus R θ point Uθ. Θ point étant la vitesse angulaire qui peut bien évidemment varier. Donc, ici, je vais avoir donc M R point UR plus M R θ point Uθ. Et je distribue. UR vectoriel UR est nul, puisque un vecteur vectoriel, ce même vecteur, sera toujours nul. Donc ce terme-là sera nul. Il me restera donc le second terme, M R2 θ point UR vectoriel Uθ. Je rappelle également que UR, Uθ, UZ forment un trièdre direct. Et je rappelle que UZ est orienté vers vous, car d'après la règle de la main droite, nous avons UR, Uθ et UZ. UZ est orienté vers vous. Donc, le vecteur UR vectoriel Uθ donnera UZ. Donc, nous avons ici un vecteur voilà. Et c'est typique des problèmes de rotation, c'est-à-dire que vous avez un moment cinétique ici qui est orienté vers vous, et en réalité, ce vecteur ici indique que le mouvement aura lieu orthogonalement à ce vecteur, donc dans le plan du tableau, si jamais ce vecteur, donc moment cinétique, est orienté vers vous. Donc voilà une propriété fondamentale. Alors on va utiliser ce résultat pour étudier l'état lié ou de diffusion d'un système, et on va le définir au fur et à mesure. Donc, si le moment cinétique en M s'écrit de la manière suivante, on va simplement, pour des raisons de simplification, appeler la constante des airs C, l'expression R2 θ point, M étant une constante. D'accord ? Donc C sera une constante, puisque en module M est constant, et R2 θ point sera constant, puisque L est constant. En sens, et aussi en module, parce qu'on l'a démontré tout à l'heure. Donc on va utiliser cette écriture ici. On va définir l'énergie mécanique du système comme étant l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle. Je vous rappelle que la force gravitationnelle est une force conservative. Si F est une force conservative, ça veut dire qu'elle dérive d'une énergie potentielle, qu'on appellera EP. Alors, il suffit, si on a un trou de mémoire, de se rappeler comment on calcule le travail élémentaire d'une force. Ici, ce sera moins G grand M, petit m, sur R carré UR D de OM. Okay. Ici, comme c'est un problème à une dimension, le D de OM sera égal à dr UR plus R dθ Uθ, rigoureusement. Hein. Je vous rappelle que OM, c'est R UR, et en différenciant, on obtient cette expression. Lorsqu'on distribue, okay, cette partie-là n'interviendra pas dans l'expression du travail élémentaire, puisque UR scalaire Uθ sera nul. Donc on aura l'expression suivante, élémentaire, moins G grand M, petit m, sur R carré, dr. Voilà. On va ensuite intégrer
Donc cette expression-là, nous allons l'intégrer donc entre deux positions, R1 et R2. Et nous allons donc intégrer l'intégrale de moins 1 sur R2, c'est 1 sur R. Donc, ici, nous allons avoir je rappelle que la dérivée de 1 sur R, c'est moins 1 sur R2. Du coup, comme nous savons que F est une force conservative, nous pouvons écrire la chose suivante, c'est que le travail élémentaire de la force est égal à moins la variation infinitésimale des 2 EP. Ce que nous allons utiliser ici. Lorsque j'intègre à gauche et à droite, ici, j'aurai un delta de EP. Donc ici, j'aurai EP en R2 moins EP en R1. Je développe. G grand M, petit m de R2 moins G grand M, petit m de R1. Je réalise au passage que le signe moins, j'ai omis de mettre le signe moins ici, donc il y a un moins ici, je rattrape, et un plus ici. Voilà, donc attention, vigilance. Ce signe peut paraître anodin, mais il change complètement l'expression finale de l'énergie potentielle. Voilà, j'efface ici. Et donc, on va, par analogie, associer l'énergie potentielle en R1 à son expression ici en R1 et l'énergie potentielle en R2 avec l'expression en R2 ici. Et il vient que l'énergie potentielle de pesanteur, enfin plutôt gravitationnelle, est égale, par identification, à G grand M petit m sur R. Voilà. Alors effectivement, j'ai refait la démonstration, mais vous pouvez très bien la prendre par cœur et la ressortir dans le cadre d'un DS ou d'un devoir ou dans le cadre d'un exercice en disant voilà l'expression de l'énergie potentielle gravitationnelle dont dérive la force en 1 sur R2. Alors un petit commentaire, le signe moins, il ne faut surtout pas l'oublier. Nous avons ici un scalaire positif, tout est positif, et il faut absolument exprimer que l'énergie potentielle gravitationnelle est négative. Il traduit le caractère attractif de la force gravitationnelle. Contrairement aux forces coulombiennes, où on aurait une symétrie parfaite, et l'énergie potentielle d'interaction entre deux charges, Q1 et Q2, s'écrirait plus un facteur quelconque positif, Q1 Q2 sur R. Mais Q1 et Q2 étant algébriques, si Q1 et Q2 sont de signes opposés, EP est négatif, les charges s'attirent. Si Q1 et Q2 sont de même charge, moins ou plus, on aura une énergie potentielle positive, donc il y aura un caractère répulsif. Comme les masses sont des scalaires positifs, il est nécessaire d'exprimer le signe de P négatif par le signe moins ici. Donc revenons à l'expression de l'énergie mécanique. Donc 1/2 de m v carré. Nous avons l'expression de v ici, donc r point carré, plus R2 θ point carré, moins G grand M petit m sur R. Donc EC plus EP. Rappelons que C égale à R2 θ point est une constante qu'il faudra insérer autant de fois qu'il sera nécessaire pour simplifier les calculs. Et effectivement, on va l'insérer ici. Donc θ point vaut C sur R2. Ok. Si je multiplie à gauche et à droite par R carré, et si je mets θ point au carré, je vais avoir donc C carré sur R au carré. Donc R2 θ point carré sera égal à C2 sur R2. Je simplifie.
Okay. Et je vais séparer, je vais argumenter après. Donc, 1/2 de m c au carré sur r carré moins g grand M petit m sur r. Cette partie-là sera nommée EPF, énergie potentielle effective. D'accord? Cette partie-là sera qualifiée d'énergie cinétique radiale. Ce n'est pas l'énergie cinétique totale, puisque l'énergie cinétique totale, elle est ici. Okay, ce n'est qu'une partie, la partie radiale, et celle-ci sera la partie angulaire donc, de l'énergie cinétique. Donc, ce résultat étant établi, nous allons passer à l'étape graphique. Alors, EPF, vous pourrez faire l'étude. Il y a un terme positif et un terme négatif. Okay, si on fait l'étude aux limites, lorsque R tend vers l'infini, ce terme, l'énergie potentielle effective, tend vers 0. Lorsque R tend vers 0, c'est ce terme-là qui l'emporte. D'accord? Ce terme positif. Donc, nous avons ici une évolution entre l'infini et 0. Donc, quelque chose qui tend vers 0 et quelque chose qui tend vers l'infini. Alors, effectivement, il faudrait faire l'étude de la fonction qui ne présente aucune difficulté, et on verrait que cette fonction admet un minimum, ici, en R0. D'accord? Et donc l'énergie potentielle effective minimale serait ici. C'est typiquement un potentiel qu'on appelle un potentiel de Lennard-Jones. Okay? On trouverait le potentiel similaire pour l'étude d'un électron qui gravite autour d'un noyau d'un atome. Alors, la méthodologie est la suivante. On part du principe, donc la force est conservative. Donc le système est conservatif. Si le système est conservatif, d'après le théorème de l'énergie mécanique, la dérivée de l'énergie mécanique est nulle, puisqu'il n'y a aucune force non conservative. Donc, EM est constant. Si EM est constant, okay, je vais l'appeler EM0, okay, pour dire que, en gros, l'énergie mécanique ne variera pas. Et il va y avoir plusieurs cas de figure. Graphiquement, une énergie mécanique constante, la représentation graphique sera une droite horizontale. Donc il va y avoir plusieurs cas de figure. Ce cas de figure-là, d'accord? Ce cas de figure-là, et ce cas de figure-là, et on va parler de ce cas de figure en pointillé. Donc 1, 2 et 3. Alors, il n'y a aucune difficulté. EM0 moins EPF sera égal à 1/2 de M R point carré. Voilà le démarrage de notre raisonnement. Donc j'ai fait passer l'énergie potentielle effective de l'autre côté, et en fait, ce terme-là est positif ou nul. Ce qui signifie graphiquement que la courbe représentative de l'énergie mécanique, c'est-à-dire la droite horizontale rouge, doit être systématiquement au-dessus de la courbe jaune représentative de l'énergie potentielle effective. Sinon, il n'y a pas de résultat possible. Du coup, ici, ce n'est pas le cas. L'énergie mécanique ne peut pas être en dessous de la courbe, puisque cela signifierait que le carré est négatif. Par définition, c'est impossible. Donc, cette solution est à exclure physiquement dans le cadre de la mécanique classique. Ici, on se retrouve dans un cas limite où, justement, les deux courbes sont confondues. La courbe jaune et la courbe rouge. Donc ici, on a 0. C'est-à-dire que R point est nul. R point est nul, ça veut dire que je suis dans une position où mon point est immobile. Et effectivement, vu le tracé de l'énergie potentielle effective, on est dans ce qu'on appelle une cuve. Okay, et je vous rappelle l'exemple qu'on avait évoqué dans le cadre de l'étude de l'énergie sur les stabilités et instabilités des positions d'équilibre. Donc ici, il y aura une position d'équilibre stable, puisque une bille fictive qui serait écartée de sa position d'équilibre reviendrait spontanément. Évoquons
le cas numéro 2. On voit ici que finalement, la particule est piégée ici entre deux positions. Je fais exprès de faire ce mouvement de va-et-vient. En fait, si on projette, on voit que la particule, le satellite ou autre système soumis à la force en 1 sur R2, finalement, fait un mouvement de va-et-vient périodique. Et ici, on dira que le mouvement est elliptique. Donc en gros, une ellipse. Et quand on projette l'ellipse, okay, on obtient un segment. D'accord ? Bien évidemment, les deux rayons sont différents. Okay. Il y aura un rayon maximum qui correspondra à l'apogée et un rayon minimal qui s'appellera le périgée. Je suis au-dessus maintenant, dans le cas numéro 3. Dans le cas numéro 3, okay, il y a une frontière ici à définir. Donc, à gauche, la courbe jaune est au-dessus de la courbe rouge, donc c'est interdit. À droite, la courbe rouge de l'énergie mécanique est au-dessus de la courbe jaune. Donc, ici, on se retrouve dans un état, ce qu'on appelle lié. État de diffusion, pardon. Typiquement, une particule qui viendrait de l'infini, okay, qui serait soumise au champ gravitationnel, donc terrestre ou autre, viendrait et repartirait à l'infini. Ici, la particule est piégée entre deux positions. Donc, ici, on définira cet état d'état lié. La particule est prisonnière, donc elle est assujettie à faire cycliquement un mouvement elliptique. Ici, ça peut être un mouvement parabolique, donc la particule arrive, est attirée et a suffisamment d'énergie pour repartir, ou alors, ce serait une branche d'hyperbole. Elle viendrait, et elle repartirait. Voilà pour les différents états lorsque on a affaire à une force centrale. Que je réfléchisse. Est-ce qu'il y a une remarque supplémentaire à réaliser? Non, pas à ma connaissance. Alors, j'ai évoqué le mouvement elliptique. Les coniques ne sont pas au programme de prépa, mais il y a un intérêt extrêmement important à les étudier, soit dans le cadre d'un TD ou d'un exercice tout seul chez vous ou avec votre enseignant. Il y a une méthodologie incontournable qui vous permettra d'être plus fort dans la maîtrise de l'outil mathématique appliqué à la physique, et on verra ça dans le cadre d'une autre vidéo.